merci à vous, donc, tous les apprenants de Rosa, pour votre intérêt à suivre ce cours et également pour la préparation de cette rencontre, car je sais que vous allez être de véritables acteurs et vous avez été de véritables acteurs dans l'organisation de la rencontre. Voilà. Vous savez que ce cours de littérature est un nouveau cours de niveau supérieur qui va continuer et qui va être proposé le semestre prochain sur le deuxième niveau, ouais, et également être proposé pour qui vont continuer d'articuler l'élaboration de ce nouveau cours, d'accord? Donc, une fois de plus, je remercie tous les participants. Je remercie Caro également d'avoir organisé, diffusé l'événement activement sur nos réseaux. C'est très important. Et je laisse donc la parole à Rosanna. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Donc Guillaume qui est le coordinateur pédagogique de l'Alliance française des Brasiliens, qui nous a fait cette petite introduction. Et moi, à mon tour, je vais aussi remercier énormément la présence, bien sûr, de Kofi Kwaole, sa disponibilité d'être là et de rencontrer des apprenants et apprenantes de français langue étrangère et aussi des intéressés des littératures africaines. Je remercie l'Alliance française qui nous a permis d'avoir ce moment d'échange, de partage, en particulier Caroline qui a organisé. Et bien sûr, mes apprenants et apprenantes qui sont là, donc Bruno, Lourenço, Sara Moraes, Mônica Cerejo, Daniela Lacerda, Aletheia Almeida, Ana Olivia, Luiz Bernardo. Merci d'avoir accepté de participer et d'animer cette rencontre parce que l'objectif de cette rencontre, c'est que les participants du cours soient les animateurs. Donc, ce sont eux qui ont préparé les questions qu'ils vont poser à Kofi Kwaole et c'est eux qui vont animer ce moment d'échange. À la fin, on va consacrer quelques minutes aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par le chat, par la discussion. Je vais faire la modération ici des questions. Et puis, je vais aussi donc présenter maintenant Monsieur Kwaole, notre invité d'honneur et réitérer encore une fois ma joie de partager ce moment avec vous et de pouvoir accueillir en ligne, même si c'est en ligne, avoir ces rendez-vous chez nous en ligne, mais d'accueillir dans le cadre de l'Alliance française un écrivain aussi important que Kofi Kwaole. Donc, plusieurs d'entre vous connaissent déjà Kofi Kwaole, mais Kofi Kwaole est donc né à Bengourou, en Côte d'Ivoire. Il s'est installé à Paris à l'âge de 23 ans pour suivre des études à l'école de la rue Blanche, des études d'art, des études de comédien, pour devenir comédien. Pour être comédien, en fait, il était déjà en Côte d'Ivoire. Il a également suivi des études à l'université Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, où il a eu un doctorat en études théâtrales. Il est donc auteur de plus de 30 pièces de théâtre, publiées chez différents éditeurs, auteur également de 3 romans, de plusieurs nouvelles et aussi des textes critiques. Nous avons étudié dans le cadre de notre cours un de ces romans, Monsieur Qui, Rhapsodie parisienne à sourire pour caresser le temps. Et donc, c'est autour de cette œuvre que les questions vont se porter. Et bien sûr, pas que, on va aussi s'intéresser à l'ensemble de la production, à l'ensemble. En tout cas, au processus d'écriture et aux arts auxquels Kofi Kwaole se dédie. Donc,
Kofi, merci. Non, mais d'abord, j'aimerais remercier et puis pour avoir organisé cette rencontre et remercier l'Alliance française qui permet justement cette rencontre, remercier toutes les personnes qui participent à cette rencontre parce qu'elles ont eu l'indulgence de trouver de l'intérêt déjà à ce roman et pour l'indulgence qu'elles ont eu à trouver de l'intérêt à ce roman. Et puis, ben voilà, j'espère que ça va se passer bien et que je vais beaucoup apprendre de vous et comme j'espère pouvoir apprendre quelque chose de moi. Merci, merci beaucoup, Kofi. Et là, je passe tout de suite la parole donc aux apprenants. Et la première question sera posée par Monica. Monica? Oui, je suis là. On t'écoute? Oui, je suis ravie de pouvoir participer de cette rencontre. C'est un privilège pour nous tous, moi et mes collègues, de vous faire connaissance, Monsieur Kofi Koulé. Merci de la générosité d'être là parmi nous. Je tiens bien à vous dire que votre roman Rhapsodie nous a beaucoup plu. J'avoue, moi, que j'ai éclaté des rires plusieurs fois pendant sa lecture. Bravo. Alors, on passe à la question. Je vais lire ma question. Oui. On peut dire, grosso modo, d'après la notion de théâtralité de Sarrazac, par laquelle un texte dramatique ou non peut avoir un devenir scénique dans la mesure où il emporte tout ce qui stimule la réalisation théâtrale, comme par exemple l'écriture d'une voix qui suscite la parole et les gestes, et qui peut nous donner, ce qui peut les rendre plus dynamiques, bien sûr, en posant un certain rythme, et qui peut nous donner envie de les lire à haute voix. Voilà, on aperçoit bien cette théâtralité présente dans Monsieur Qui. De plus, vous avez imprimé les rythmes du jazz au texte. On aperçoit aussi cette présence musicale. Vous avez bien joué avec les genres et les procédés littéraires qui s'entremêlent et qui apportent de la dynamique. Ils donnent les rythmes au texte, comme le font les instruments musicaux et les partitions propres au jazz. Alors, messieurs, comment avez-vous fait l'écriture pendant son processus de création? Qu'est-ce que vous avez pensé les premiers? À la structure du texte ou bien au rythme du jazz qui vous en vouliez faire ressortir? Okay. Je ne sais pas si on me voit parce que l'image ici, c'est barré. C'est bien. Ça va, c'est bon. C'est bon, ok. C'est bon. Oui, oui, en tout cas, c'est une question pertinente parce que ça va me forcer à réfléchir à comment j'ai commencé. Dans le travail que je fais, que ce soit pour le roman ou pour le théâtre, c'est d'abord la structure qui s'impose. Et ensuite, c'est un peu comme un compositeur de musique, il compose d'abord une musique et ensuite il essaie de chercher des paroles pour mettre dans la composition. Si je prends les textes que j'ai écrits au début, j'écrivais une histoire et puis en écrivant, sans doute une structure s'imposait, mais ce n'était pas la structure qui primait. Mais pour Monsieur Qui, comme pour les autres textes, ce qui importe, c'est d'abord une structure. Et ce que vous appelez le rythme du jazz, je ne sais pas si c'est vraiment le rythme du jazz, mais ce qui est certain, c'est que j'ai un souci du rythme. Peut-être parce que j'ai grandi dans un monde où on ne peut pas dissocier ce qui est sonore, que ce soit de la parole ou la musique, du rythme. Donc, lorsque j'écris, je crois que c'est tout naturellement que je cherche à construire d'abord un rythme. Peut-être que je ne le cherche même pas, je ne sais pas. Peut-être que je suis structuré ainsi, mais pour moi, c'est important que c'est pas parce que je suis africain, il y a des auteurs qui ne sont pas du tout africains, il y a des auteurs russes que je lis beaucoup, que je lisais à l'époque, comme Dostoïevski, tout ça, ce sont des gens qui ont un grand sens du rythme, et pourtant ils ne sont pas africains. Donc, ce n'est pas forcément une question d'Africain. Qui a un rapport avec peut-être ma propre personnalité, qui ne peut pas concevoir l'écriture sans le rythme.
Pour revenir à ce que vous disiez au début par rapport à la lecture à haute voix, c'est vrai que le roman, c'est aussi un défi. C'est-à-dire comment pousser celui qui lit le roman à ne pas lire le roman comme on le lit d'habitude, mais à avoir une attitude, entre guillemets, théâtrale. C'est-à-dire que le texte il tient, il est autorisé à le dire à haute voix. Et ce n'est pas une commande extérieure, c'est dans la dynamique interne du texte que le besoin de dire le texte à haute voix, entre guillemets, doit s'imposer. Dans ce travail, c'est ce travail que j'essaie de faire. Comment pousser le lecteur à ne pas lire tout seul dans son coin, à avoir envie de raconter l'histoire à quelqu'un d'autre, comme si on était un peu au théâtre. Parce que le roman, c'est d'abord de l'intimité. C'est d'abord une seule personne qui se retire et qui lit, et tant mieux. Mais là, pour ce roman, je voulais que ce soit quelque chose à partager, qu'on ait envie de dire « Ah, tiens, j'ai ce passage à te lire à haute voix ». Oui, on a bien senti ça, monsieur. Ça donne envie de lire. Et je ne savais pas même monsieur qui était une pièce de théâtre. Oui, à la base, c'était une pièce de théâtre qui a été créée, je crois même qui a été créée, enfin, qui a été jouée au Brésil, quelque part. Par un metteur en scène comédien ivoirien qui est allé au Brésil. Et le texte a été joué en français, mais ça a été sous-titré en portugais brésilien. Donc, la base, c'est d'abord du théâtre. Et lorsque je me suis dit que j'allais écrire le roman, je ne voulais pas effacer la dimension théâtrale. Je ne voulais pas que ce soit du roman au sens habituel du terme. Je voulais qu'on se dise, celui qui écrit ce roman, il vient aussi du théâtre. Je ne voulais pas effacer mes traces. Excellent. Pour continuer sur cette voie-là, j'appelle donc Aletheia à poser une question qui va dans le même sens. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Aletheia. C'est un privilège de pouvoir discuter de l'œuvre avec ton auteur. Les cours a été une excellente expérience d'apprentissage pour moi parce que je suis étudiante de lettres et creative writing. Et alors, c'est incroyable l'apprentissage ici. Je voudrais parler de ça, de lire notre voix. Nous apprenons que votre écriture est souvent considérée très musicale. Vous avez déjà dit aussi qu'avec le jeu entre la structure et la langue, proposé d'un monsieur qui, vous vouliez donner l'impression qu'il s'agissait d'un autre français, ni parisien, ni ivoirien. Comme si vous vouliez savoir comment retrouver l'esprit de la langue. À propos de tout cela, je voudrais vous parler du premier contact de notre groupe avec Monsieur Ki. Nous nous sommes réunis pour commencer à étudier votre livre et Madame Rosana Correia a proposé que nous commencions à le lire ensemble à haute voix sur la plateforme Zoom, exactement comme vous le souhaitiez. Alors, nous avons d'abord écouté collectivement votre texte, puis nous avons passé à la lecture individuelle. C'était incroyable la vie que Monsieur Ki a acquise avec la voix, le rythme et je dirais même avec l'interprétation de Madame Correia. Cette première expérience m'a fait penser à des feuilletons à la radio ou à une pièce de théâtre et je n'aurais qu'à écouter. C'est pour ça que je pensais que ce serait génial de pouvoir écouter tous vos textes sous forme de livres audio, par exemple, ou d'épisodes de podcasts. Avez-vous pensé à cette possibilité, Monsieur Collet? Croyez-vous que ce serait faisable? Je vous assure que pour nous, étudiants de français à langue étrangère, qui voulons aussi capter l'esprit de la langue, ce serait extrêmement précieux
d'écouter le français parlé par le personnage de Monsieur Qui, et dans toutes ses variations de différents accents, dans une véritable rhapsodie. Oui, pour l'enregistrement, en fait, bien sûr, j'aimerais bien, mais en même temps, bon, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'écrire des textes. Rosanna a parlé au début de ma formation, je suis aussi comédien, mais aujourd'hui, je me consacre essentiellement à l'écriture. Donc, et puis, à titre personnel, je sais pas, je n'adhère pas trop aux romans qu'on lit et que les gens écoutent. Parce que même si le roman est écrit pour qu'on le lise à haute voix, c'est une personne qui prend la décision d'ouvrir ce livre-là, de le lire à quelqu'un à haute voix. C'est-à-dire que la lecture est toujours une confrontation avec un écrit, un papier, quelque chose, un objet qu'on appelle le livre. Mais la tendance qui consiste à être dans sa voiture, par exemple, et à mettre une cassette ou je ne sais pas quoi, et écouter, je sais pas, Le Rouge et le Noir, n'importe quel roman, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je n'y adhère pas trop. Je n'arrive pas à comprendre parce que la lecture est une attitude physique. Or, lorsque on habitue les gens à se dire, bon, écoutez, ne lis plus, on va lire pour toi, parce que c'est aussi la photographie même d'une page. Lorsque on ouvre un livre, c'est aussi la photographie de la page qui est importante. Comment le texte est organisé. Or, si j'écoute un texte en audio, je ne vois pas comment sur la page même, le texte a été organisé par l'auteur. Et je pense que c'est très important aussi, ça fait partie aussi du sens d'organisation du texte sur la page, c'est-à-dire la pagination. Je prends un exemple. Je suis tombé sur un extrait de la Torah, de la Bible juive, en hébreu. Moi, je ne parle pas hébreu, mais soudain, j'ai compris beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre si on me l'avait lu parce que même sans comprendre la langue, sans savoir lire l'hébreu, je voyais que ce n'était pas organisé comme dans les textes dans la Bible en français. Et pourtant, c'est une traduction. Mais on ne retrouve pas cette organisation qui fait qu'on a l'impression que les textes sont mis à côté, comme ça, ce n'est pas organisé comme en français, par exemple. C'est une expérience qui m'a semblé très importante pour comprendre peut-être un peu le judaïsme, pourquoi ça fonctionne comme ça, parce que c'est pas parce qu'ils écrivent je sais pas, de droite à gauche, c'est pas ça, c'est ce que j'ai dit, c'est l'organisation graphique de la page. Et la lecture audio, le lecteur peu à peu a cette expérience-là. Et pour moi, c'est la première expérience de la lecture, comment le texte a été organisé. Et justement, à ce sujet-là, je pense que... Aléthea, tu voulais rebondir? Non, seulement pour dire que j'avais beaucoup de doutes, moi aussi, à propos de ces méthodes de lecture, mais j'essayais de lire un livre en lisant et en écoutant. Parce que je suis obsessive. Je pensais à ça, mon problème, c'était ça, de voir le texte. C'est important, je suis d'accord, mais voir et entendre. Ça serait ma proposition. Et justement, sur l'organisation du texte sur la page, la pagination, la photographie de la page, je pense que Bruno, il a une question qui porte là-dessus, n'est-ce pas? Oui, oui. Bonsoir, Monsieur Kwame. Bonsoir. D'abord, je voudrais aussi vous remercier pour venir parler avec nous. L'expérience de discuter votre œuvre avec le groupe était vraiment intéressante et unique pour nous. Et l'un des aspects qui a attiré l'attention du groupe lors de nos discussions était justement ce que vous avez déjà commenté, la disposition visuelle du texte sur les pages, le changement de style et de rythme parmi les voix narratives.
À mon avis, par exemple, le paragraphe plus long dans lequel la concierge décrit les problèmes avec son voisin ont un air plus lourd et concret. Et par contre, il y a aussi des extraits construits avec des phrases très courtes et un espace entre chaque phrase qui m'ont donné l'impression de quelque chose de plus abstrait, avec une qualité presque spirituelle ou transcendantale. Dans votre processus d'écriture, comment planifiez-vous cet arrangement visuel et le rythme, l'expression de différentes voix dans le texte? Est-ce que ça vient avec l'histoire elle-même ou est-ce quelque chose auquel vous pensez avant ou après le texte, le contexte? Je pense que c'est très difficile à expliquer le processus de création quand on est soi-même impliqué. Je pense que de l'extérieur, on peut mieux l'expliquer, mais bon, je vais faire l'effort d'apporter des réponses. Quand j'écris, comme je le disais au début, mon souci, c'est que, peut-être parce que je m'ennuie vite, j'ai peur d'ennuyer les gens, le lecteur ou le spectateur. Du coup, dans ce que je fais, il y a effectivement beaucoup de changements de rythme. Au moment où je change de rythme, c'est que même je commence à m'épuiser, à m'ennuyer. Du coup, j'ai besoin de relancer la chose. Je ne sais pas conduire, je n'ai jamais conduit, mais lorsque je suis avec les gens qui conduisent, je me suis rendu compte que ils montent dans la voiture, ils mettent le contact, la clé, ils tournent, mais ils ne se contentent pas de tourner la clé. Ils tournent la clé, c'est une étape. Après, ils tirent le frein, je ne sais pas quoi. Enfin, ils font beaucoup de choses et la voiture démarre. Et même lorsque la voiture démarre, ils continuent à toucher des boutons tout le temps du trajet. Écrire, pour moi, c'est comme ça. On ne peut pas se contenter de mettre le contact et attendre que la voiture démarre. On doit toujours faire quelque chose. C'est comme un voyage. Donc, ces changements de vitesse, ces changements de rythme ou de vitesse, ce sont des choses que je veux imposer parce que c'est ainsi que voilà, si j'avais à lire, voilà, je lirais quelque chose comme ça. Du coup, c'est pas, peut-être c'est pour cela qu'on a dit musique, parce que lorsque j'écris, je ne suis pas musicien moi-même, hein, je tiens à le préciser, je joue d'aucun instrument, je ne sais pas chanter, je ne comprends rien à la musique, je ne peux pas distinguer ce qu'est le do, du ré ou du fa sur une partition. Donc, c'est sans doute que je dois être structuré par ce rythme-là, par cette musique que je veux faire entendre aussi à ceux qui me font l'honneur de lire ce que j'écris. Mais au début, ce n'était pas conscient. Lorsque j'ai commencé à écrire, ce n'était pas conscient. Mais à partir d'une pièce qui s'appelle Jazz, d'ailleurs, le titre, c'est Jazz, c'était bien montré que ce que je fais a à voir avec ça, donc je le revendiquais. Et à partir de cela, le travail était beaucoup plus conscient. Avant, ce n'était pas conscient. Cette fois-ci, j'essayais de retrouver ce qui allait faire musique, ce qui allait faire rythme. Du coup, Monsieur Petit, d'exagération même de mon propre style. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre, elle est vraiment passionnante. C'est un roman à la fois polyphonique, circulaire, en spirale. On pourrait le caractériser de différentes façons. Mais juste pour situer un peu ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les lire, donc on a un narrateur qui arrive dans un appartement et qui retrouve une bande magnétique avec des histoires qui ont été racontées par le locataire précédent. Et il décide de mettre sur papier, de rédiger de manière fidèle ces histoires qui ont été racontées par le locataire précédent. Et là, on découvre plein de choses, plein d'histoires très folles, des histoires de décors. Donc, il y a la pièce, il y a une pièce, Les Deux Connards, qui a été jouée avant la sortie du roman, n'est-ce pas, Kofi? Tout à fait, tout à fait. Et puis après, le roman aussi qui a été mis en scène également. Donc, maintenant, je passe la parole à Sarah pour qu'elle pose sa question. Tout d'abord, comme a dit Monica, je tiens à souligner que nous avons pris beaucoup de plaisir à lire Monsieur Qui. Les mouvements de la narration, la musique contenue dans les mots
l'humour, l'utilisation de la répétition et les rythmes que vous avez donnés à l'écriture. Ce sont quelques-uns des points que nous avons abordés pendant notre écoute sur cette œuvre magnifique. J'aimerais vous entendre, M. Kwaoulé, sur la construction des idées et des expériences utilisées dans votre exercice d'imagination pour créer ces mouvements de va-et-vient du livre dans le temps et dans l'espace. Je veux dire, à part les influences de la musique et du théâtre, comment M. Qui est-il entré dans votre imagination? Qui est vraiment M. Qui? En fait, Monsieur Qui, je dirais que c'est la plupart des Africains qui, ou n'importe quelle personne de toute façon qui quitte son pays et qui va ailleurs, là c'est un Africain, et qui essaie de se reconstruire un monde. Et le monde qu'il reconstruit, il se trouve qu'il a des éléments hétéroclites. C'est un peu comme un rêve qui est fait de beaucoup d'éléments. Et dans l'univers que crée M. Qui, il y a des éléments qui appartiennent à la France, il y a d'autres, beaucoup qui appartiennent à son pays. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est en France et qui ne fait que raconter des histoires qui se passent ailleurs. Sauf que le fait même que son corps soit dans un autre espace fait que l'espace qu'il convoque est déjà, entre guillemets, traversé par l'espace de la France. C'est un peu comment, à un moment donné, moi, ce que je réalise, c'est que je suis fait de tout cela. Je suis un espace de traversée. Et le roman, ce sont ces traversées qui constituent un univers qui essaie de se créer lui-même pour pouvoir peut-être supporter la vie de l'exil. Donc, c'est comment quelqu'un qui est dans sa chambre toute petite, où il n'y a pas d'espace, va ouvrir cet espace par l'imaginaire et par l'imagination. L'imagination la plus fertile pour lui, peut-être qui le rassure, c'est le monde qu'il a quitté, le monde de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont lui permettre de reconstruire une espèce de cocon dans un monde qui est Paris, qui est magnifique. Tout le monde sait que Paris est magnifique. Mais en même temps, pour quelqu'un qui est immigré, qu'il soit à Rio de Janeiro, qu'il soit à New York, qu'il soit à Paris, il y aura toute une espèce de manque qu'il cherchera à combler. Et M. Qui, c'est l'expérience de quelqu'un qui essaie de combler un vide en faisant ressurgir des idées, des histoires qu'il a entendues quand il était encore en Afrique, ou alors qu'il fabrique, mais toujours pas avec l'Afrique. Super, merci beaucoup. Et justement, par rapport à cette question de combler des vides et la question de la solitude, je vais appeler Daniela à poser sa question autour de la solitude. Tu vois, Daniela, laquelle c'est? C'est la numéro 5? Oui. Oui. Bonsoir, Monsieur Kwaoulé. Bonsoir. Bon, avant la première page du livre, Monsieur le premier locataire est déjà mort. Oui. Pourtant, en lisant ces histoires du village fou, on peut facilement oublier qu'il s'agit de la transcription d'une bande magnétique. Et on le sent très vivant tout au long de l'œuvre. Il devient une drôle de compagnie qui nous sort d'une lecture solitaire. L'histoire a probablement été sa façon de se battre contre la solitude. La solitude est un élément important aussi pour vous pousser à écrire? Oui, pas forcément pour moi. Je pense que l'écriture est une démarche solitaire, qu'on le veuille ou pas, surtout le roman. Peut-être parce que je viens du théâtre, le roman est encore plus solitaire, parce que lorsqu'on écrit du théâtre, qui vont se charger du texte après. Il y a des comédiens, il y a des metteurs en scène, il y a des techniciens qui vont se charger du texte. Mais lorsqu'on écrit un roman, on est seul et on sait que la personne qui va lire le roman de l'autre côté sera seule. Ce sont deux solitudes qui vont se rencontrer. Tandis qu'au théâtre, il y a une solitude qui va se déployer vers une communauté, soit une communauté d'artistes, une troupe de comédiens, et au-delà de la troupe de comédiens, des spectateurs. Or, c'est toujours l'étude à solitude. Du coup, Monsieur Qui est aussi une réflexion sur l'écriture du roman.
Écrire du roman, pour moi, qui vient du théâtre, c'est la solitude absolue. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a au bout. Je ne sais pas même s'il y a quelqu'un derrière la porte quand j'écris. Tandis qu'au théâtre, il y a toujours des fantômes autour de moi qui vont se charger de trans. Et d'ailleurs, le roman, c'est pour cela que je voulais qu'on puisse transmettre M. T. Je voulais écrire un roman qu'on puisse transmettre comme on transmet l'art. Parce que la littérature, telle que le roman fonctionne, c'est toujours, je me répète à dessein, c'est de solitude vers une autre solitude. Je ne dis pas que c'est mauvais, moi j'adore ça aussi, hein, d'être dans ma solitude à lire. Mais je voulais faire cette expérience-là où le roman est quelque chose qui est aussi un briseur de solitude. Vous avez bien réussi, sans aucun doute. Merci. Et je vous dis, à propos de votre réponse à la question de Bruno, il était, pour moi, il était impossible de m'ennuyer en lisant ce livre. Impossible. Merci. Oui, il faut le dire que Crowley, dans cette œuvre, reconstruit le récit. C'est un récit complètement inattendu, un récit, comme ont déjà dit certains intervenants, de va-et-vient, des histoires qui s'entremêlent et qui se superposent. Et donc, c'est une approche du roman en soi qui est assez particulière et qui à la fois déconcerte et passionne le lecteur. Donc, on est toujours dans cette quête qui est Monsieur qui, mais pas que, dans la quête du texte lui-même, dans la quête de savoir quelle sera la prochaine surprise que le texte va nous réserver. Et on n'a jamais fini d'avoir des surprises avec ce texte. Et donc, je voulais inviter maintenant Aletheia à poser une autre question. Pardon, oui. Monsieur Crowley, monsieur qui m'a semblé construit comme une présence, une idée, un éclair de mémoire qui flotte entre Paris et Jimmy, et aussi dans chacun de ces territoires. La structure de votre livre n'impose pas de barrières, la profusion des histoires et des sons, le son, les couleurs, les goûts, entoure le personnage. N'importe quel récit peut surgir à la page suivante. Il n'y a pas de frontières, pas de préjugés. Ce serait merveilleux si nous vivions dans une telle rhapsodie, n'est-ce pas? Compte tenu de toutes les promesses libertaires contenues dans Monsieur qui, j'ai au moins capturé, que pensez-vous de la puissance esthétique de la littérature pour subvertir les ordres et les hiérarchies du monde réel, remettant en question le racisme, la xénophobie, la misogynie, l'homophobie qui sont partout de nos jours? C'est une question extrêmement compliquée. C'est la question toujours de la finalité de la littérature ou de l'art. Je pense que, enfin, ce qui me concerne, ce qui m'intéresse dans la littérature et l'art, c'est que ça nous aide à être un peu moins barbares. Parce que nous le sommes, quoi qu'on fasse, nous le sommes. Et l'objectif, la finalité, c'est comment faire en sorte que nous soyons un peu moins barbares. Et l'art, d'une certaine manière, permet, de mon point de vue, et j'en suis persuadé, si on est artiste, on ne fait pas vraiment notre boulot. Mais logiquement, l'art doit nous permettre d'être moins barbares. On me dira, ah oui, mais dans l'Allemagne nazie, il y avait aussi des grands musiciens, ça n'a pas empêché le nazisme. Peut-être que sans ces grands musiciens, il y aurait peut-être eu quelque chose de pire que le nazisme.
même si je ne sais pas si on peut trouver pire. Mais enfin bref, c'est une façon de parler. Donc je pense que l'art est là comme une marge à la vie. C'est une marge, et dans cette marge, on peut, comme toute marge, c'est l'espace de l'inédit, de ce qu'on n'a pas encore tenté. Parce que dans la vie réelle, on a tout tenté, on tente encore, mais dans la marge, c'est là qu'il y a encore une possibilité d'inédit. Et là, c'est cette possibilité d'inédit qui est offerte à notre vie. C'est dedans que nous pouvons nous régénérer, c'est dedans que nous pouvons nous questionner, c'est de cet espace que nous pouvons devenir moins barbares. Voilà. Pour moi, c'est à cela que ça sert. Beaucoup, c'est ça. Et pour continuer dans cette voie de réflexion sur la littérature et le théâtre, je vais appeler Monica encore pour poser ta question sur le rapport avec le théâtre. Ça va, Monica? C'est la numéro 9. Il faut ouvrir le micro. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'histoire n'est pas essentielle. Ce qui importe, le plus important, c'est la forme, la structure, la langue, le rythme. Évidemment qu'il existe une mise en relation entre tous ces éléments. C'est que vous faites d'une façon magistrale, je dois dire. Alors, monsieur, dramaturge, metteur en scène, quel est le moyen, si je peux le dire, le plus efficace qui exprime le mieux de votre travail intellectuel? Les théâtres ou les romans? Vous en avez un préféré? Je dirais, oui, sans hésiter, je dirais le théâtre, parce que le roman, je suis venu très tard parce que j'avais l'impression à un moment donné qu'au théâtre, je voulais écrire. Après une pièce qui s'appelle Mysterioso 119, j'avais l'impression que les recherches que je faisais étaient arrivées à leur terme, essentiellement sur le rapport du théâtre et du jazz. Et après Mysterioso 119, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester là à ne rien faire, je vais écrire un roman. Mais je n'ai jamais eu de projet au début, ça ne m'intéressait pas vraiment, le roman en tant que j'aime en écrire, c'est quelque chose qui ne m'appelait pas. Et puis à ce moment, c'est en 2005, j'étais arrivé un peu dans une espèce, pas d'impasse, parce que dans mon esprit, j'étais arrivé au bout de ce que je voulais faire au théâtre. Donc, et puis il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y avait une guerre civile, et comme moi je vis en France, la seule chose que je sache faire le moins mal, c'est d'écrire. Donc je me suis dit, ma façon de prendre part à ce qui se passe dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, c'est écrire quelque chose. Mais je ne vais pas écrire cette fois-ci une pièce de théâtre, je vais écrire quelque chose que je n'avais jamais écrit. Je vais écrire du roman. Donc le premier roman que j'ai écrit, c'est Babyface, qui parle entre autres d'une guerre civile, et ce n'est pas un hasard. Donc, ça a été l'occasion de, peut-être le prétexte que j'ai trouvé aussi pour aborder le roman. Mais des deux formes, ce qui m'intéresse le plus, c'est le théâtre, parce que c'est là où j'ai l'impression que les enjeux de forme, les questions sur la forme se posent beaucoup plus que dans le roman, qui, par la force des choses, est devenu un objet un peu commercial. Même des romans qui ne sont pas des romans de gare sont devenus, parce que le roman est rentré en tant qu'objet. Du coup, pour moi, les enjeux vraiment littéraires se passent dans des formes comme la nouvelle ou le théâtre. Et que, disons, le théâtre est beaucoup plus compliqué à écrire. Le roman prend plus de temps, mais pour moi, ce n'est pas si difficile que ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Et le théâtre ne me prend pas beaucoup de temps, mais c'est très difficile, même si je l'écris très vite. Donc, j'ai écrit, je pense qu'il y a toujours des formes à interroger dans le théâtre, parce que le théâtre, on n'écrit pas le théâtre pour soi.
Le roman, quand je l'écris pour moi, pas le théâtre. Le théâtre, je ne l'écris pas pour les autres, mais je l'écris par rapport à d'autres. C'est la différence parce que le théâtre est un art, déjà, et en plus un art communautaire. Et j'aime bien me sentir que la parole que j'émets sera prise en charge par la communauté. Ce qui n'est pas le cas de la littérature. Je dirais même que c'est l'une des frontières entre la littérature et l'art. Voilà. Donc, ce qui me stimule le plus, c'est quand même écrire du théâtre. Merci pour ta réponse. Votre réponse. D'ailleurs, votre plus grande production, c'est en théâtre. Et tout à l'heure, dans la présentation, je l'avais noté, j'ai oublié de dire que il y a des pièces de Kofi Kolé qui ont été jouées au Brésil. On a eu en 2019 Janaína Sudo, je crois, oui. Ciodo, oui. C'est un nom français, Ciodo. Oui, Ciodo, parce oui. que je crois que son père est d'origine française. Ah oui, donc c'était qui a traduit et qui a fait la mise en scène de Jazz et Big Shoot à São Paulo, au Sesc Belenzinho. Big Shoot, c'est Sophia, elles sont deux. Ah oui, c'est Sophia qui a mis en scène. Mais c'est elle qui a traduit les deux, je crois, non? Non, elle a traduit seulement Big Shoot. Ah, d'accord. Voilà. Et Jazz, c'est Sophia. Jazz, c'est Sophia qui l'a créé, mais ça a été traduit par deux autres femmes. Ah, d'accord. Donc, en 2019... C'est le même collectif. Même collectif de théâtre. Et donc, ça a été joué en portugais ici au Brésil, à São Paulo. À cette occasion, vous êtes venu, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cette expérience de venir au Brésil, de voir vos pièces jouées en portugais? Oui, ça a été, pour le coup, ça a été une vraie expérience parce que comme ce sont des pièces qui sont beaucoup jouées, ça me permet de voir pourquoi dans tel pays on joue les pièces comme ça. Et ce qui m'a frappé, en même temps, je m'y attendais un peu par rapport à l'idée que je me fais du Brésil, c'est que les deux mises en scène, surtout la mise en scène de Jazz, de Big Shoot, était très baroque. C'était quelque chose de vraiment peut-être c'est le genre de mise en scène que moi je ne vois pas en Europe. Je ne dis pas que ce que je vois en Europe n'est pas bien. J'ai vu de très bonnes mises en scène en Europe, mais dans d'autres directions. Là, c'est quelque chose, je me dis, il n'y a qu'en Amérique latine que je peux voir la pièce montée comme ça. Justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait quelque chose de baroque, quoi. Ou moi-même qui avais écrit la pièce, ça me dépaysait. Voilà. Et j'aime ça. Peut-être c'est pour cela que j'écris du théâtre, c'est pour être dépaysé par ma propre parole, mon propre imaginaire. Et là, j'étais complètement dépaysé. Et je ne comprends pas portugais. Mais ce sont les pièges, je sais ce qui se passe, mais je ne comprenais pas la langue. Et pourtant, ça me semblait évident. Ça me semblait évident. Merci. C'est toujours intéressant de comprendre comment vous ressentez ça, de venir si loin voir vos textes créés. Je vais maintenant demander à Monica de poser une question parce que vous avez parlé de votre besoin d'écrire un roman parce qu'il fallait parler de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça m'a renvoyé à la question de Monica qui porte sur le masque. Et donc, je vais lui laisser la parole là-dessus. Alors, Monsieur Collet, vous avez montré à travers les récits que les masques jouent un rôle très important pour le monde africain. Ils apportent en soi la dimension spirituelle et sociale à la fois. Pour aller un peu plus loin là-dessus, par une approche, disons, psychologique, dans plusieurs cultures, les masques sont plutôt remarquables dans la dimension sociale,
Dans les cadres de la vie quotidienne, on en porte plusieurs. D'ailleurs, de nos jours, nous vivons une situation concrète de port de masque. Alors, le jeu de masque est évident dans votre ouvrage et les héros sont traversés par des multiples discours. On y observe en montage des micro-discours qui se superposent et des fois s'y contredisent. Alors, monsieur, en quoi se ressemblent-ils les personnages de votre livre et les personnages de la vie réelle? Comment le jeu de masques impacte la vie des gens? Nous vivons tous dans un monde fou? Oui, disons que la folie dans le personnage, dans Monsieur Qui, apparemment, il est fou, il est très dépressif. Mais la vraie folie, c'est un peu partout. C'est le village qu'il raconte est fou. Il le dit lui-même, Jimmy, c'est un village fou. Mais le masque dans Monsieur Qui, c'est cette part de lui-même parce qu'à un moment donné, lorsqu'on vit en exil, à l'étranger, on est partagé, on sait pas, on arrive à un point où c'est comme un point de non-retour. On se dit, bon, maintenant, est-ce que c'est encore valable pour que je retourne en Afrique? Je pose la question comme c'est un peu brutalement. Est-ce que ça sert encore à quelque chose? Je suis tellement déformé que si je vais en Afrique, est-ce que... Voilà. Et pourtant, il y a cet appel. Et l'appel est caractérisé par le masque qui vient toujours le hanter. Qui le hante, qui vient lui rappeler qu'il est venu pour retourner. Et c'est vrai que lorsqu'on vient comme étudiant africain en Europe, on finit par rester comme moi, par exemple, mais cette idée est toujours là, parce qu'on se dit comme si on avait trahi quelque chose. On vit dans une sorte de culpabilité, et le masque, la présence du masque est la culpabilité dans laquelle vit le personnage du roman. Parce que peu à peu, il sent qu'il n'est plus complètement un Africain, mais il n'est pas devenu non plus un Français. Et en même temps, il hésite, il ne sait pas s'il doit rester, s'il doit partir. Et le masque est là toujours pour lui rappeler qu'il a apporté le masque, parce que lui-même, c'est un masque dans la tradition. C'est lui qui doit porter le masque. Parce qu'en Afrique, moi, je suis ici, et un jour, des gens peuvent venir me trouver, alors que j'ai tout oublié, ils peuvent venir me dire, écoute, finalement, c'est toi on a fait nos consultations, nos divinations, et je trouve que c'est tombé sur toi, c'est toi qui dois aller porter le masque. C'est fréquent, ça. Et ça tombe sur le personnage de l'étudiant qui fait ses études. Il n'a pas du tout envie de retourner, il a envie au moins de terminer ses études. Donc, c'est ces déchirements que vivent souvent les Africains. Je pense pas seulement les Africains, ceux qui vivent loin de chez eux, qui vivent ces déchirements. Et le masque est là, dans le roman, comme une espèce de je vais dire le mot, de harceleur. C'est sa propre conscience qui le harcèle. Mais le masque, il n'existe pas. Mais c'est sa propre conscience qui le harcèle. Et qui peu à peu, va le faire sombrer dans la folie parce que lorsque on arrive à une impasse, parce qu'on ne sait pas si on doit sauter ou si on doit rester au bord du ravin, cette situation peut rendre fou. Et c'est cette folie qui gagne justement le personnage parce que il est incapable de faire un choix. Il arrive à un point tel dans sa vie que tout choix est déjà un échec. Mais sa folie se répercute aussi, mais en même temps, c'est la folie qui est dans son propre village, dans son pays d'origine, qu'il vit aussi. Parce que dans les histoires qu'on raconte, on se rend compte que beaucoup de personnages, surtout l'ancien combattant, il vit en Afrique, mais il prend fait et cause pour des conflits auxquels il ne comprend rien. Et souvent, l'Afrique est comme ça, c'est-à-dire que les gens vivent là-bas, mais ils vivent les émotions d'autres continents. Ils vivent les peines d'autres continents, ils vivent les joies d'autres continents. Et du coup, on ne sait pas ce qu'eux-mêmes ils vivent concrètement. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi, ce sont les circonstances qui les poussent peu à peu à faire en sorte que même les émotions qu'ils éprouvent soient les émotions des autres. L'indignation qu'ils ont soient les indignations des autres. Et c'est ça qui rend aussi l'Afrique folle.
Merci encore. Il y a un apprenant de notre groupe qui est arrivé, Louise Motte, que je n'avais pas vu au tout début, donc je vais lui passer la parole pour qu'il puisse poser une question aussi. Toujours très intéressante, ces questions de la masque. Je me suis bien amusé avec votre livre. J'aime le football aussi. Ah ouais. Toutes les histoires sur le football, pour moi. Je remarque qu'il y a un écho, un dialogue avec l'œuvre de James Joyce dans ses livres. La polyphonie, les mosaïques des voix, à la fin, qui est le flux de conscience de la concierge, un écho. Et je voudrais vous écouter sur la relation avec ces deux œuvres, l'œuvre de Joyce et la littérature occidentale, avec votre travail. Mais Joyce, je n'ai pas vraiment lu Joyce. Et quelque chose pensé ou... Non, je n'ai pas vraiment eu le temps de lire. J'ai lu surtout des auteurs russes. Donc, la littérature que j'ai lue essentiellement est européenne, hein, russe et aussi américaine. Faulkner, des écrivains comme ça. Donc, mais à l'époque où je lisais des romans, je n'avais pas dans l'esprit d'écrire tout simplement. Même si très petit, je voulais écrire, je pensais que je n'étais pas suffisamment qualifié pour écrire, que je n'avais pas le droit d'écrire, puisque écrire, pour moi, c'est des gens qui avaient fait l'université, qui avaient l'agrégation, le doctorat, tout. Du coup, j'ai le désir d'écrire, mais je n'ai jamais osé. Mais je lisais quand même des romans. C'est plus tard que je me suis mis à lire les romans comme des outils de travail. Pendant longtemps, je lisais, même Faulkner, je le lisais pour le plaisir de ce que j'éprouvais à son contact. Dostoïevski, c'est la même chose, c'est du plaisir, c'est comme un très beau roman policier que je lisais. Et ce sont des romans qu'aujourd'hui je relis, mais vraiment comme du travail. J'essaie de comprendre des mécanismes. Du coup, comme sorte de la littérature. C'est ça, voilà. Comment ça fonctionne chez eux, comment ils mettent les choses en place. Pour moi, lire aujourd'hui, c'est du travail. C'est pour cela que je lis très peu de nouveaux romans. Ce sont des romans que j'ai lus pendant longtemps comme du plaisir, mais maintenant, quand je les lis, je les aborde, je ne peux pas dire que je les étudie, mais je fais attention à comment le roman se déploie, comment l'écrivain déploie son roman, sa langue, sa littérature, sa structure. C'est ce travail que je fais maintenant, mais c'est vrai que la littérature que j'ai lue est essentiellement occidentale. J'ai lu des romans africains, c'est vrai, mais c'est essentiellement occidental. Oui, merci. Là, je vais poser une question de Stéphane qui est là dans l'audience, parce qu'il doit partir. Il a demandé sur la discussion si vous lisez vous-même à haute voix votre texte quand vous avez fini d'écrire un passage. Oui, quand j'écris, je lis à haute voix, mais quand je lis comme ça, même monsieur qui, je ne lis pas ça à haute voix. Donc, j'écris, je lis ce que j'écris à haute voix, peut-être parce que je viens une fois pour du théâtre et que j'ai une formation de comédien, j'ai besoin de savoir si le mot, si ce que j'écris sonne. Car pour moi, c'est important. Ce n'est pas que ce soit bien écrit, mais est-ce que ça sonne? Et le fait de lire ce que je viens d'écrire à haute voix me permet de m'apercevoir, peut-être à tort, hein, que ça sonne. Du coup, j'écris, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. En fait, je dirais, j'écris à haute voix, voilà. J'écris à haute voix. Bah, il vous remercie. Ah.
Et maintenant, justement, là-dessus, je vais passer la parole à Daniela, qui a une question sur un passage du texte qui l'a beaucoup intrigué, ou justement, mais je la laisse poser cette question et expliquer. Bon, je vais profiter, merci Rosanna, je vais profiter de la question de Stéphane pour vous demander à propos d'un extrait qui, je vous dis, il sonne. C'est bon. Vous avez déjà parlé de votre préférence à écrire directement dans l'ordinateur, sans garder de brouillon, sans attachement aux versions précédentes. Mais rappelez-vous comment vous avez écrit l'extrait dans lequel on se réjouit du mélange super intense entre le discours sérieux du masque, les actions de monsieur le locataire chez lui, et ses pensées sur Sue Ellen avec toutes ses conséquences physiques. Vous l'avez écrit directement entremêlé, comme on le voit dans la version finale, parce qu'il faut absolument partager la playlist qui vous a inspiré là-bas. Super. Non, mais en général, je crie ces choses. Pour moi, il faut les écrire directement. Comme une radio qui capte, qui est sur une station, dès qu'on touche un peu le bouton, ça appelle une autre station, après ça vient là. Et parce que si je ne sais pas comment les autres font, mais si, je me dis que si j'écris une autre partie, et après j'essaie de mélanger, on verra que c'est artificiel. Donc, il faut que mon esprit se déploie et fasse l'effort de se connecter au fur et à mesure. De toute façon, écrire, c'est artificiel, hein, mais c'est faire en sorte qu'on ne voit pas que c'est artificiel. Donc, pour moi, c'est un procédé qui me permet qu'on ne voit pas les fils blancs. Lorsqu'on a cousu quelque chose, bien, on voit les fils blancs. Donc là, par ce procédé, j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop les fils blancs. Mais si on fait une partie, deux parties, trois parties, et après on mélange, j'ai déjà essayé, après, à la lecture, je voyais que les défauts, quoi. Je voyais la fabrication. Or, même si c'est de la fabrication, on ne doit pas voir que c'est de la fabrication. Donc, le fait de penser directement la chose me permet d'effacer un peu, pas complètement, ce côté artificiel, cette dimension artificielle. Vous êtes sorti un peu plus fou de l'écriture de ce livre, parce que pour entrer et penser à tout ça en même temps, pour devenir tellement de personnages en même temps. Oui, moi je pense qu'il faut prendre ça comme un jeu. Moi, écrire, c'est jouer. Le monde de l'écriture, c'est jouer. C'est inventer des personnages. Il y a des personnages qu'on n'invente pas et qui s'imposent. Je dis, il y a une fête, je viens. Bon, on ouvre la porte, ils viennent. Donc, pour moi, c'est un jeu. Donc, du coup, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que logiquement, on doit être un peu explosé. Mais comme je vis ça comme un jeu, je ne vois pas le danger, en fait. Je ne vois pas le danger. Je pense qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Parce que c'est ça le plaisir d'écrire, quoi. Confronter à ces moments-là, à ce jeu, et se dire, si j'éprouve autant de plaisir, peut-être que le lecteur va en éprouver autant. Surtout dans ces parties où vous parlez de la dimension sensuelle, sexuelle, il y a un plaisir, et ce plaisir ne doit pas être seulement cérébral. On a du plaisir sans savoir pourquoi, on est télescopé, on est brinque-ballé, voilà. Mais voilà, il faut du plaisir, même quand on écrit soi-même. Surtout quand on écrit, parce que sinon c'est... Oui. Une autre expérience avec vos textes au Brésil, c'est le travail que Glória Magalhães a fait sur Bintu, le montage vidéo avec le texte. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir? Oui, je l'ai vu. Alors, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très, très bien comme expérience parce que j'avais l'impression que c'est une espèce de nouvelle vague cinéma. Parce que ça faisait plus cinéma que théâtre. Étrangement, parce que
quelqu'un parlait et on voyait d'autres personnes jouer. C'est une expérience intéressante. Franchement, je lui ai écrit d'ailleurs à l'époque pour lui parler de ça. Il y a quelque chose de bien. C'était pas du théâtre, c'était quelque chose qui est proche d'une espèce d'expérience cinématographique. En France, on dirait que c'est la nouvelle vague. Oui. C'est comme ça que la nouvelle vague est née, il ne faut pas chercher loin. Oui, tout à fait. C'est des choses qui surgissent et qui ont des contraintes causées par la pandémie. Exactement, Et voilà. C'était à l'époque de confinement. Et du coup, ces personnes qui ne sont pas en face, alors que le théâtre, c'est être en présence, là, du coup, on fait du théâtre où on n'est pas en présence. Et du coup, ça donnait une expérience complètement inédite, quoi. Inédite, même... c'est pour ça que je pense que c'est plus proche du cinéma. Pour dire que c'était plus proche du cinéma. Oui, tout à fait. Alors là, je vais passer la parole à peut-être au Bruno qui veut poser la question 10. Je n'entends pas. Oui, mais c'est Bruno a passé la parole à l'été, en fait. Vas-y. Okay. Ok. Alors, vous avez déclaré sur le plateau de l'émission RFI, Danse de mots, et quand on lit votre livre, on y trouve une écriture de l'urgence par laquelle vous revendiquez des moments de déséquilibre. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'une écriture de l'urgence pour le livre? Ah, je ne sais pas où j'ai dû déclarer ça. J'ai encore dû dire une connerie quelque part. On a tout étudié, monsieur Kwale. On a tout écouté. On sait tout ce que vous avez dit. Oui. Non, et non, en ma défense, ce n'est pas de ma faute. Hein. Ils ont fait leur propre recherche. Hein. Non, mais elle a complètement raison. C'est que ce qu'on appelle l'écriture de l'urgence, c'est peut-être une fois que peut-être parce que je viens d'Afrique et que il y a des écritures que j'ai du plaisir à lire, mais je pense que dans la situation de l'Afrique, il faut des écritures qui, comment dire ça, je dirais pas engagées, mais qui aident vraiment les gens à vivre. Je dis pas, parce que très vite on tombe dans la notion de littérature engagée et tout. Je suis pas contre, hein, de toute façon, c'est pas ça le problème, mais c'est-à-dire qu'il y a surtout en Afrique, il y a des choses à dire. On peut pas, même en parlant des fleurs, il faut s'arranger pour dire ça, ces choses-là, ce que j'appelle l'urgence. C'est-à-dire, je pourrais me contenter, c'est ce que je disais un jour, je disais que j'aimerais sur les oiseaux qui chantent et tout, mais il y a quelque chose en moi qui fait qu'à chaque fois, je me mets en train à poser des questions par rapport à la situation, soit de mon pays, même pas de mon pays, en tant qu'individu. Et ce ne sont pas forcément des questions politiques ou philosophiques. Si c'était politique ou philosophique, ce serait simple, ce ne serait pas urgent. Mais pour moi, quelque chose comme M. Ki, c'est ce que j'appelle une écriture de l'urgence. C'est-à-dire que celui qui écrit n'a pas le temps. Voilà. Je veux qu'on sente que celui qui écrit n'a pas le temps, pas parce qu'il est en retard, non, c'est un temps plus métaphysique. Je n'ai pas le temps entre guillemets, de me disperser dans d'autres choses. Mais ce n'est pas une littérature beaucoup plus grande que les autres, beaucoup plus belle. C'est sans doute par rapport à l'organisation de ma personnalité et puis de ce que j'ai vécu, de mes expériences. Sinon, j'aurais l'impression de perdre mon temps parce que ça, tout le monde peut le faire. Hein. Je connais des gens qui écrivent très, très bien.
Oui, merci encore. Louise, est-ce que tu veux poser une autre question? Oui. Alors, Monsieur Collet, pour qui vous écrivez? Ah, ça, c'est la question à 1000 balles. Non, mais quand j'écris, je ne sélectionne pas le lectorat ou le spectateur. J'espère que, par exemple, le fait de vous rencontrer, pour moi, justifie ce que je fais. Parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais l'opportunité de faire cette rencontre-là. J'aurais pu rencontrer des Néo-Zélandais. Pour moi, c'est la même chose. Je ne peux pas me... Je crie comment, je n'ai pas dit pour l'humanité, ce serait tellement prétentieux, mais pour les personnes qui, le chemin croisera un jour ces textes. Voilà. J'espère que un jour, des personnes que je ne connais pas, leur chemin croisera le texte. Mais je ne sais pas qui. L'essentiel, c'est qu'il y a un être humain au bout. Il n'y a pas un lecteur idéal dans Non, non, non. votre cerveau. Non, non. Non, non. Pour moi, il n'y a pas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de lecteur idéal. Je dirais que le lecteur idéal, c'est celui qui est le plus loin de moi. Par exemple, le fait de vous rencontrer, même si c'est le Brésil et tout, vous êtes loin de moi culturellement, et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce frottement avec des gens qui culturellement, évidemment, partagent beaucoup de choses, mais en même temps, on est très différents. C'est ça. Par exemple, je serais très, très heureux de voir qu'il y a des Inuits qui lisent ce que j'ai écrit. Que les Africains lisent, j'en suis heureux. Mais je dirais, peut-être même que ce n'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas eux que c'est destiné, c'est celui qui est le plus loin possible de moi. C'est-à-dire des Afghans, des Pakistanais, tout ça, voilà. Mais Dans votre, oui. Dans votre pays, la Côte d'Ivoire, il y a un système pour recevoir le travail littéraire qui est produit pour vous. Et là-bas, il y a un critique brésilien qui s'appelle Antônio Cândido qui disait que la littérature, pour exister en littérature d'un pays spécifique, faut exister l'écrivain, mais aussi les publics, les critiques, les journalistes, les maisons éditoriales. Seulement avec ce système, au Brésil, seulement à partir de 1900, quelque chose, a commencé à être un système pour la littérature. Dans votre pays, il y a un système, vous écrivez pour eux, pour... Oui, je pense qu'il n'y a pas le même... Vous faites référence par rapport à ce qui s'est passé au Brésil ou en Europe. Il n'y a pas cette vie littéraire-là. Donc, oui, il faut que... D'ailleurs, si vous prenez bien la plupart des écrivains africains qui sont, en guillemets, un peu connus, ils sont d'abord connus à l'étranger. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'écrivains en Afrique, mais comme il n'y a pas de vie littéraire autour d'eux, ils sont dans une espèce de... Voilà, ils flottent un peu, parce qu'il n'y a pas pour moi, hein, de vraie vie littéraire. Ça devrait arriver, ça se met peu à peu en place. En Côte d'Ivoire, il commence à y avoir des maisons d'édition, ce qui est récent. À l'époque, il y avait une seule maison d'édition qui était pratiquement une imprimerie, et c'était à l'État. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons d'édition, pas très puissantes, mais qui sont privées. Et depuis là, qui va peu à peu installer une vie littéraire. Mais aujourd'hui, il se trouve que la plupart des écrivains africains qui sont connus, ils sont connus soit à Londres, soit à Paris, ainsi de suite. Pas en Afrique même. Et c'est parce qu'ils sont connus à Londres ou à Paris qu'ils sont connus en Afrique. Or, le processus doit être inverse. C'est-à-dire que l'Afrique doit imposer elle-même ses écrivains.
Or, pour le moment, on impose à l'Afrique des écrivains, certes africains, mais qu'on impose de l'extérieur. Quelque part, ça force aussi le rapport à la littérature d'un pays et d'un continent, puisque ce n'est pas le pays ou le continent, ce n'est pas, dans l'absolu, ce ne sont pas ses goûts, c'est les goûts des autres. Même si ce sont des Africains, c'est des goûts des autres qu'on leur envoie. Parce qu'il n'y a pas... L'Internet a joué un rôle important maintenant. Énormément. Internet a joué beaucoup de... Oui. Voilà. Surtout pour le théâtre, aujourd'hui, c'est facile d'envoyer une pièce en Afrique à une compagnie. Il y a quelques années, c'était impossible. Il fallait que ce soit un livre édité, qu'on veuille bien transporter le livre. Aujourd'hui, en un clic, le texte est en Afrique. Et puis nous aussi, on reçoit d'autres textes d'Afrique. Donc, Internet a beaucoup facilité la chose. Vous disiez regarder la pièce avec l'Internet? Non, sur Internet, la presse, en général, même en France, je ne lis pas trop la presse, donc je ne sais pas pour lire la presse. Non, le théâtre, la possibilité de... Oui, le théâtre, je peux suivre. Le théâtre, je suis sur Internet, parce que même la presse n'en parle pas. Donc, c'est sur Internet qu'on peut trouver des articles qui parlent des représentations en Afrique. Oui. Voilà. Donc là, on trouve des critiques. Ok, oui. Merci. Merci. C'est jeudi pour maintenant? Pardon? C'est jeudi maintenant pour vous? Oui, c'est jeudi là, ouais. Il fait très chaud à Paris. Ici, nous sommes toujours en retard. Ici, à Brasil, toujours en retard. Vous avez une semaine d'avance. Non. Vous avez une semaine d'avance, c'est pour cela que vous avez l'impression d'être en retard. Toujours en retard. L'heure, tout en retard. Merci encore, Kofi. Merci, Louise, pour la question intéressante. Alors là, je vais peut-être passer la parole à Bruno pour poser une question. Kofi a déjà un peu touché ce sujet, mais c'est une question qu'ils ont élaborée, mais qui m'intéresse direct, parce que la présence du 11e dans l'œuvre, ça m'a beaucoup touchée. Le 11e? Oui, du quartier, de tous les endroits du 11e. Oui. Et puisque j'y ai vécu, donc je voyais très bien de quoi vous parliez. Ouais. Donc, voilà, Bruno. Oui, Rosanna nous a même montré quelques parties du 11e pour nous contextualiser d'un autre. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans votre roman, parce que vous étiez aussi un étudiant venu étudier à Paris, et donc est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques? Oui, forcément, mais je dirais que ces éléments sont inconscients, parce que je ne pense pas que ma vie soit assez intéressante pour que je l'impose aux autres. Mais quoique ça vient d'abord de moi. Disons, c'est des éléments autobiographiques, mais sans doute transformés, tordus. Mais le 11e, par exemple, c'est parce que contrairement au théâtre, quand j'écris du théâtre, ça se passe dans des mondes qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas définis. Mais dans les romans, j'ai besoin que le monde soit nommé, désigné, et de préférence, celui que je connais le mieux, le quartier où je vis. Du coup, comme on appelle dans Monsieur Qui, on parle du 11e, on parle aussi un peu du 16e, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le 16e, dans une chambre de bonne, hein, pas avenue Foch. J'étais dans une chambre de bonne, mais j'habitais dans le 16e, du coup, il y a des références à ça. Et dans le dernier roman, Nouvel An chinois, là, ça se passe carrément, vraiment dans le 11e, et même dans un tout petit périmètre, là où j'habite, dans l'espace où j'habite, parce que je pense que le roman a besoin, pour moi, tel que je le conçois, d'espace concret, contrairement au théâtre, qui est plus ouvert, moins
comme un no man's land au théâtre. Et ça nous donne vraiment une image de l'ambiance du roman. Nous avons même presque vécu au 11e et au village fou dans un mois. Oui, tout à fait. Merci Bruno. Ah oui, moi ça m'a fait vraiment drôle de revivre le 11e depuis mon retour à Brasil. Et donc là, on chemine vers la fin de notre rencontre, malheureusement, parce que Kofi a été extrêmement gentil d'accepter de participer à cette rencontre à l'heure brésilienne, alors qu'à Paris, c'est 5 heures plus tard, 5 ou 4 déjà, Kofi. Ça doit être 5. 5. Donc, c'est très tard. C'est 5 heures, oui. Parce que là-bas, on a commencé là-bas à 30. Ici, c'était 23h30. Ben voilà, d'accord. Donc, il est très tard à Paris. Je vais demander à Sarah, donc, qui a une question, qui est curieuse. Et bon, elle va poser sa question. Voilà, Sarah. Oui, je suis très curieuse. Quels sont vos nouveaux projets? Aurons-nous bientôt de nouvelles surprises à lire? Pour le moment, le roman, non. Là, je viens de terminer j'ai profité du confinement pour écrire 3 textes de théâtre. Ce sont des monologues. Il y a le premier, ça sort en octobre, les travaux sortent en octobre chez mon éditeur théâtral. Le premier s'appelle Close Up. C'est l'histoire d'un tueur en série. Enfin, c'est la confession d'un tueur en série. La personne qui va tuer, la dernière personne d'après lui qu'il va tuer, une jeune fille. Le second, c'est un monologue sur la comédienne Arletty. En France, c'est une comédienne très importante qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui avait un amant nazi. Et troisième, c'est un monologue qui est boxeur, une femme boxeuse, quoi. Voilà. Donc, je travaille sur le monologue. J'ai profité du confinement pour travailler sur des monologues. Et pourquoi, merci. Et pourquoi ce choix du monologue pendant le confinement? Peut-être parce que justement, lorsqu'on est confiné, on est avec sa propre voix. Je ne sais pas pourquoi, mais à certains coups, je me suis rendu compte que finalement, lorsqu'on est confiné, on est en tête à tête avec soi-même. Dans le monologue, là, j'ai écrit un autre texte, mais c'est un petit texte de 30 minutes qui va participer à un autre spectacle. Oui, c'est 5 autres auteurs, c'est au Théâtre de la Tempête. Et là, ce n'est pas un monologue, c'est sur le catch. Le monde du catch, il y a des super-héros. Genre Superman, l'araignée, Spider-Man, des choses comme ça. Au Brésil, aujourd'hui, il y a une prolifération de monologues. En fois, c'est une façon de faire le théâtre à bon marché. Pour nous, oui, c'est vrai, historiquement, c'est très important aussi. Oui, mais en même temps, le monologue, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile à écrire au théâtre. C'est pour cela que je voulais le faire dans ce confinement, comme exercice une fois encore, parce que une pièce à 3, 4, 10 personnages, c'est pas que c'est facile, mais il y a plusieurs voix qui prennent en charge toute l'attention. Or, dans un monologue, il y a une seule voix qui va prendre en charge tout le théâtre. D'ailleurs, l'histoire du théâtre commence par le monologue. Les Grecs, ils commencent d'abord par le long poème. Et c'est ça qui est le plus difficile à écrire. Parce que souvent, on écrit des monologues qui ne sont pas des monologues au sens où ce n'est pas fait pour être proféré. C'est une seule personne qui parle, mais ça ne fait pas un monologue pour le théâtre. Donc, c'est un monologue pour le théâtre. C'est la question que je me suis posée pendant ce confinement. C'est quoi un monologue? Moi, je me posais avant, mais là, j'ai eu le temps pour y réfléchir.
c'est quoi un monologue au théâtre? Pour que ce ne soit pas un soliloque. Pour des cas, je me suis souvenu de Barthes. Il y a quelques ressemblances avec ses études, des réflexions sur les cas. Et des femmes. Oui. Oui, il y a des femmes, il y a, dans ce que j'ai Très écrit. intéressant. Oui, dans ce que j'ai écrit, il y a une jeune fille de 12 ans qui est le personnage, une grande catcheuse. Surtout au Mexique, c'est très développé, les femmes catcheuses. Mais là, c'est plutôt le catch, c'est le catch style nord-américain. Le truc hyper artificiel, bling bling, Hollywood, voilà, c'est ce catch-là. C'est-à-dire le catch qui a perdu sa dimension, je dirais, métaphysique. Parce que le catch au Mexique a encore une dimension métaphysique. Ce que n'a plus le catch aux États-Unis, qui a une grande fête, une grande kermesse, quoi. Est-ce qu'il y a encore un apprenant ou une apprenante de notre groupe qui souhaiterait poser une question? Non? C'est bon? Oui. J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose? Non? Je remercie énormément les participants qui ont été présents et les participantes. Si jamais quelqu'un veut s'exprimer, vous pouvez toujours le faire. Et je remercie bien sûr Kofi pour votre présence. Ça a été passionnant. J'ai reçu plein de retours que cette rencontre a été passionnante pour mes apprenants, mais aussi pour ceux qui nous écoutaient. J'ai vu des connaissances qui sont aussi loin. J'ai vu Fernande qui est dans le sud du Brésil, très loin de chez nous, ici. Voilà, Fernanda, qui était au CFA en même temps que moi aussi, qui est prof de théâtre dans le sud du Brésil. Mario aussi, qui est aussi artiste. Merci pour votre présence. Merci pour la présence des apprenants qui n'ont pas souhaité ou qui n'ont pas pu poser des questions. Merci beaucoup aussi pour votre présence. Je pense qu'on va refaire ce genre de rencontres parce que ça a été vraiment très, très riche pour nous. Et je suis vraiment ravie d'avoir inauguré ces rencontres avec la présence de Kofi Kwaole, avec qui on passe toujours un très bon moment autour de la littérature, de l'écriture, du roman et du théâtre. Voilà. Oui, sur la discussion, on dit merci beaucoup, c'était très enrichissant. Il y a plein de merci ici, les gens remercient par écrit. Moi, je vous remercie. Comme on dit, obrigado. Obrigado, oui. Obrigado, voilà, à tout le monde que bon fonctionne, il faut aussi que les questions soient stimulantes. Donc, pour le côté très stimulant des questions. Et puis bon, on voit que c'est quand même des gens béton, hein. Parce que moi, quand on m'a dit que c'était des apprenants, je me suis dit, non, non, je suis très, très, très heureux d'avoir participé à cette rencontre. J'ai beaucoup appris de vous, mais à travers les questions que vous posez. Et en tout cas, merci infiniment. Merci. Tout le mérite est pour eux parce qu'ils ont vraiment travaillé sur leurs questions. J'ai un groupe super. Merci à toutes et à tous. Donc, on va clore cette séance d'aujourd'hui. Et bonne nuit, Kofi. Bonne nuit à vous toutes et tous. Merci. Merci. Au revoir.